3,5 millions de chômeurs en France, un peu plus de 57 000 en Guadeloupe. Les chiffres n'en finissent pas de grimper. Le taux de chômage national avoisine les 10%, c'est moitié moins en Allemagne. En fait-on suffisamment pour les demandeurs d'emploi? La Guadeloupe est-elle dans une spirale infernale? Nous en parlons, et aussi quelles sont les pistes, avec Henri Berthelot, secrétaire général de la CFDT, et Alain Morin, économiste à l'Université des Antilles. Et aussi vos appels sur le 96 6000, vos impressions et aussi expériences par rapport à cette situation de chômage en Guadeloupe. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec vous, Henri Berthelot. Nouvelle hausse du nombre d'inscrits d'un demi-point en Guadeloupe, quelques rares embellis. Près de 58 000 chômeurs, c'est le tiers, un peu plus, de la population active. Est-ce que la Guadeloupe est prise dans une espèce de spirale infernale? La Guadeloupe est plutôt dans une catastrophe. Autant de chômeurs dans un pays, c'est inadmissible. Et parfois, je me demande comment font les chômeurs pour résister. Puisque un taux un chômage de 30% en métropole, ça veut dire que vous êtes dans l'insurrection, c'est la révolution. Donc, ça veut dire que vraiment, nous sommes un pays à courage et où il y a vraiment l'entente familiale qui permet de résister à tout ça. Mais ça ne veut pas durer. Ça ne veut pas durer, puisque vous voyez la situation des jeunes maintenant, que 3 jeunes sur 5 ne travaillent pas. La montée de la délinquance compte tenu du désœuvrement de ces jeunes. Donc je crois qu'il y a des solutions très très rapides à mettre en place pour sortir la Guadeloupe de cette spirale, comme vous dites, infernale du chômage. Alain Morin, spirale, est-ce que finalement on a du mal à s'en sortir et on voit très difficilement le bout par rapport à la situation donnée? Oui, tout à fait. Il faut mettre en relation donc cette évolution du taux de chômage avec celle du taux de croissance de l'économie guadeloupéenne. Et nous, économistes d'ailleurs, c'est une relation que l'on suit attentivement, connue sous le nom de la loi d'Okun, qui indique que lorsque la croissance est au rendez-vous, en principe, elle devrait être riche en emplois. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, si dans les décennies 1980, 1990, on avait des taux de croissance de l'économie relativement élevés, mais ces années récentes, le taux de croissance est assez faible. Parce que n'oublions pas que depuis, et bien avant 2009, c'est-à-dire en 2007-2008, on avait des taux de croissance de l'ordre de 2%. 2009, on a eu un taux de croissance négatif, moins 3%. Nous connaissons tous la raison. Ensuite, 2010, 2011, 2012, on a des taux de croissance de moins de 2%. N'oubliez pas qu'avant, la Guadeloupe faisait partie des régions françaises qui affichaient un taux de croissance relativement élevé, bien plus élevé que le taux de croissance de l'économie nationale. Donc avec un taux de croissance aussi faible, évidemment, on a une croissance qui est très pauvre en emploi. Alors, est-ce que c'est aussi votre analyse, c'est-à-dire que la faute au contexte économique qui est peu favorable ou des peut-être licenciements injustifiés? Est-ce que les salariés ne sont pas, quelque part, à un moment, sacrifiés sur l'autel du profit, Henri Berthelot? Le chômage en Guadeloupe, moi, j'ai jamais connu même comment une croissance qui est vraiment une embellie du chômage. Nous avons toujours dans des situations de chômage de haut niveau. Toujours autour de 20-25%, depuis des années. Et malgré quand même des lois consécutives qui étaient surtout basées sur la baisse du coût du travail, et nous n'avons pas eu de réponse malgré ça en termes d'emploi. Alors tout simplement parce que je pense que les entreprises guadeloupéennes ne sont pas citoyennes, puisque pour créer de l'emploi, il faut être une entreprise citoyenne, mais également, il faut que l'emploi soit une priorité. Et nous constatons que l'emploi n'a jamais été une priorité en Guadeloupe. C'est le profit. C'est le profit, c'est la baisse des charges sociales, c'est ça la priorité. L'emploi n'est pas vraiment le moteur aujourd'hui de la consommation. Oui, tout à fait. C'est une tendance un peu générale d'ailleurs au niveau national, et on a bien pris conscience qu'il y a des mutations économiques très fortes qui font qu'aujourd'hui, même s'il y a croissance économique, même si le PIB augmente, eh bien, ce PIB n'est pas synonyme de production effective, donc de biens. Et pour produire les biens, donc il faut embaucher, il faut qu'il y ait une force de travail importante. Aujourd'hui, on se base beaucoup sur la création de richesses basée sur les opérations financières, par exemple.
D'ailleurs, maintenant, on s'intéresse de plus en plus en économie à la relation entre la finance et la croissance économique. Donc, effectivement, je confirme et je suis tout à fait d'accord avec le point de vue exprimé par M. Henri Berthelot. Cette croissance, cette création de richesse, malheureusement, elle n'est pas synonyme donc de volume d'activité effective sur le terrain. Elle n'est pas synonyme d'emploi. Donc, ce ne sont pas des usines qui vont embaucher pour produire. Malheureusement, ce sont des mutations que nous avons, ce qui signifie que, effectivement, si l'économie connaît donc des mutations, eh bien, il faut accompagner aussi ces mutations. Il faut faire en sorte que l'économie guadeloupéenne que nous avons connue dans les années 70, avec par exemple le secteur primaire qui représentait de l'ordre de 30% du PIB, eh bien aujourd'hui, si on prend ne serait-ce que l'agriculture, nous avons des taux de moins de 3-4% en pourcentage du PIB. Et il y a eu un recul des industries. Tout à fait. Les industries, et globalement avec la production locale, se situent aux alentours de 20%, tout ce qui concerne la production locale. L'industrie pure, c'est de l'ordre de 7-8%, une fourchette. Et donc, nous avons besoin d'accompagner les mutations donc, de l'économie guadeloupéenne et de faire en sorte que, par exemple, la question de l'entrepreneuriat est une question primordiale, centrale. On va revenir dans quelques instants sur les pistes à évoquer pour en tout cas, résoudre ce problème de chômage qui est très important en Guadeloupe. Une question qui est celle du rôle de l'État. Et que fait l'État? Il y a cet organisme qui est Pôle emploi, qui est à la charge donc des demandeurs d'emploi, offre et accompagnement. Est-ce que cette structure n'est pas aujourd'hui débordée, voire désarmée, Henri Berthelot, au regard du nombre de chômeurs et d'un marché plutôt étriqué? La structure, elle est effectivement depuis la création de Pôle emploi, parce que le Pôle emploi était la création de deux structures, donc la NPE et la CEDIC, et qui devaient porter un nouvel espoir aux demandeurs d'emploi. Nous avons constaté effectivement qu'on a fait une nouvelle structure, et cette nouvelle structure peine à répondre aujourd'hui aux besoins compte tenu du flux important de demandeurs d'emploi. Alors, M. Morin a parlé tout à l'heure de mutation. Effectivement, il y a une mutation technologique qui se passe, mais le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de vision sur l'avenir. Nous n'avons pas de vision de l'avenir. Assez souvent, des employeurs me disent, écoutez, je suis obligé de faire venir de la main-d'œuvre de l'extérieur parce que tout simplement, par exemple, on va construire le Meola Act et moi, j'ai besoin de soudeurs spécifiques. Par exemple, sous la climatisation, il faut des soudeurs spécifiques. Lui, il n'en avait pas. On devait anticiper aujourd'hui. Bon, il y aura bientôt la création d'un hôpital. Donc, il y aura quand même de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, quelle est l'anticipation sur l'ensemble des emplois de demain? Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de vision sur l'avenir. On est en train toujours de répondre au présent. Il y a pourtant une enquête sur les besoins en main-d'œuvre en Guadeloupe réalisée régulièrement. Oui, il y a une enquête BMO qu'on appelle de Pôle emploi. L'enquête BMO, c'est une enquête qui dit, écoutez, moi, je pense embaucher. Mais ce n'est pas une réalité. Moi, j'étais président du conseil d'administration de la CEDIC. J'en ai fait énormément dans le BMO. Mais en termes de résultats de ces enquêtes, c'est tout simplement d'une vision un peu approximative des choses. Mais ce n'est pas une réponse réelle sur la création d'emplois, parce qu'eux-mêmes, les entrepreneurs, ils n'ont pas une vision très longue. C'est les politiques qui devraient donner le cap. De dire, voilà, on envoie la Guadeloupe, ce sera ça demain. Voilà ce que sera la Guadeloupe. C'est du tourisme, c'est l'agriculture. Dites-nous ce sera la Guadeloupe. Et en fonction de ça, nous allons créer des emplois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une vraie vision de la Guadeloupe de demain. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet réel. Et quand il n'y a pas de projet, on ne peut pas savoir ce que, par exemple, même à l'université, quel type d'emploi de demain. On va créer des emplois comme ça. On va faire un peu de secrétariat, un peu pas. Mais en même compte, la réalité sur la vraie Guadeloupe de demain, on n'a pas de vision. Alors, on a visiblement, Alain Morin, du mal à se projeter, à avoir des perspectives. Et il y a aussi peut-être un rôle que devraient jouer les économistes aux côtés des politiques, non? Oui, tout à fait. Je partage à demi un peu le diagnostic de M. Henri Berthelot. C'est vrai que, comme il a bien souligné, donc nous sommes dans une situation très difficile depuis de nombreuses décennies sur le marché du travail et concernant les mutations économiques, on a du mal à se projeter. Mais j'aimerais tout de même dire que
les collectivités, les politiques ont fait des efforts tout de même. Moi, je prends quelques exemples, puisque nous avons besoin d'accompagner, d'accélérer les mutations de l'économie guadeloupéenne. Cela fait quelques années que je rédige, que je milite un peu pour développer, par exemple, d'autres secteurs d'économie, parce que moi, je pense que ces mutations, il faut qu'on aille vers le tout sectoriel. Parmi ces industries, parmi les perspectives, on peut citer les industries culturelles et créatives. Et justement, ce qui s'est passé récemment, vous avez fait référence au Memorial Act, il me semble que, justement, nous avons besoin de prendre nos responsabilités pour faire en sorte qu'on puisse s'approprier tout ce secteur des industries culturelles et créatives. Pourquoi ? Parce que au sein de ce secteur, vous avez toute une série de filières. L'industrie de la musique, vous avez l'industrie donc de tout ce qui concerne les établissements de loisirs, les musées, vous avez le monde donc du spectacle vivant, vous avez le cinéma, etc. Et on ne peut pas dire que les collectivités locales n'ont pas fourni des efforts là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est très difficile, puisque de toute façon, si on avait des solutions, cela fait bien longtemps que le taux de chômage, qui se situe encore à plus de 25-30%, serait en baisse. Moi, je pense qu'autour d'un projet comme le Memorial Act, nous devons nous approprier justement toute cette zone urbaine, la sortie sud-est de Pointe-à-Pitre, pour la transformer, puisque le Memorial Act arrive comme un instrument. Mais tout autour, il y a tout un quartier qui doit être redynamisé, qui doit être réenchanté. Et là, effectivement, c'est à nous aussi de nous approprier, de nous impliquer, d'exiger et de vouloir vraiment se positionner comme des acteurs et ne pas subir à chaque fois. C'est un peu l'objet de ma question. Vous dites manifestement qu'il y a des secteurs qui embauchent, il y a du boulot. Est-ce que ça veut dire que les Guadeloupéens ne se bougent pas assez, dans certains cas ? Moi, je le pense, puisque j'ai constaté dans le secteur, par exemple, des industries culturelles et créatives, il y a des créations d'emplois qui se font. Mais on peut faire mieux. Et je ne sais pas si, souvent, ce sont les Guadeloupéens qui ont ces initiatives pour aller vers la création d'emplois. Mais après, ils observent ce qui se passe. Nous sommes on a trop tendance à subir un peu ce qui se passe sur notre territoire. Et à côté de ce secteur, il y a d'autres. Il y a par exemple le secteur de l'économie du sport. Moi, je pense qu'en matière de sport, il est temps qu'on puisse construire un véritable secteur. Surtout qu'on n'a rien à prouver. Voilà, nous, en matière de résultats. En matière de résultats, on n'a rien à prouver. Mais nous avons à nous approprier ce secteur. De même concernant la santé, là aussi, je suis vraiment à 200% pour soutenir un projet comme le cyclotron, qui peut être au centre aussi, avec le nouveau CHU, de la naissance de secteurs économiques de la santé. Il faut bien voir qu'avec la santé, vous pouvez mettre en place des opérations de coopération avec tout le reste de la Caraïbe. Donc, il y a toute une série de projections à faire. Et c'est vrai que là, on doit s'approprier ce qui se passe. Alors, Henri Berthelot, dans quelques instants, nous allons prendre un appel. Henri Berthelot, vous, par exemple, au syndicat, vous avez peut-être aussi, à votre niveau, par rapport à la situation, un rôle à jouer. Vous jouez ce rôle-là aux côtés de ces personnes qui ont été licenciées ou qui sont sous la menace de licenciement, qui sont sous pression. Comment est-ce qu'un syndicat prend en compte et prend en charge ces personnes? Comment vous les accompagnez en tant que syndicat? D'une manière permanente. Puisque pour nous, la CFDT, l'emploi est quelque chose de prioritaire. Mais nous ne décrétons pas l'emploi. Nous siégeons un certain nombre d'endroits, par exemple le Conseil économique et social, où nous rencontrons des employeurs et qui nous posent la problématique. La problématique, c'est quoi ? C'est que l'offre n'est pas adaptée à la demande. Voilà. Ils n'ont pas l'impression que les formations qui sont mises en place correspondent à leurs demandes. Donc, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Donc, j'ai l'impression qu'entre la formation professionnelle et la vraie vie, il y a tout un fossé. Et c'est là que je crois qu'il faut mettre des passerelles. C'est entre vraiment ces employeurs, l'université, la formation professionnelle, de manière que nous ayons les personnes dont nous avons besoin pour former ce pays, pour développer ce pays. Donc les stages proposés notamment par Pôle emploi, les formations, ce sont des coups d'épée dans l'eau? Oui, il y a beaucoup de stages garage. Tout simplement, c'est une question d'amortisseurs au chômage. Parce que ces mêmes personnes, on les retrouve à Pôle emploi après leur stage. Ils n'ont pas d'emploi. Mais c'est catastrophique pour quelqu'un qui a fait un stage pensant. Il est très ravi de savoir, voilà, je sais maintenant un métier, je vais le pratiquer. Et il ne trouve pas d'emploi. Mais c'est dramatique, vous imaginez que c'est dramatique.
Il y a aussi un accompagnement psychologique peut-être à effectuer et qui est effectué. Tout à fait, tout à fait. Vous imaginez, on aura maintenant le psychologique, effectivement, pour l'emploi maintenant, propose des sites psychologiques aux gens. Nous avons avec nous Dominique. Bonsoir Dominique. Madame Borda. Bonsoir. Bonsoir à tes invités que je salue, Monsieur Morin, Alain, ça va? Et donc, moi j'ai une petite question très rapide. Il y a, depuis 30 ans, 40 ans, nous avons fait le choix d'avoir des entreprises individuelles sur ce territoire, tout simplement parce que nous n'avons pas de grosses industries où nous pouvons accueillir 3 000, 4 000 salariés. Et donc c'est quelque chose qui a toujours bien marché. Sauf que, depuis très longtemps, on ne protège pas l'entreprise pour que ces micro-entreprises, les TPE par exemple, puissent trouver leur vraie place dans le pays, parce que je rappelle que 80% du tissu économique est composé de TPE. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous voulons baisser le chômage, il va falloir protéger l'entreprise par rapport au travail dissimulé qui devient une gangrène pour le pays, pour la simple raison que les mêmes chômeurs qui pointent à la NPE, ce sont les mêmes personnes qui font du travail dissimulé. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de BTP, ni de restauration, ni autre. Il y a plein de petits endroits où il y a des chômeurs qui occupent des espaces où, normalement, ce seraient des vrais chefs d'entreprise qui sont déclarés, qui devraient chasser sous ces territoires-là. Alors, je pose la question aux invités. Y a-t-il pas là, pour baisser le chômage, puisque c'est la question, y a-t-il pas là une possibilité de réduire le chômage en menant une vraie guerre contre le travail dissimulé? La question sera posée et est posée à vous, Alain Morin. Vous êtes le spécialiste économiste. On parle du travail dissimulé, informel, qui à la fois peut servir de soupape sociale, voilà, mais d'un autre côté n'arrange pas forcément les affaires de certaines entreprises et d'autres. Oui, tout à fait, parce qu'il faut bien dire que cette explication précise, donc l'existence du travail informel, il s'agit d'une des facettes des explications sur ce niveau élevé du chômage. Mais ce n'est qu'une facette parmi d'autres, parce que il y a d'autres explications. Il y a le problème des charges, il y a la dynamique donc de la population que nous avons en Guadeloupe, etc. Mais sur cette question précise, effectivement, nous devons faire l'effort de voir comment, par exemple, chercher à accompagner les personnes en situation donc de travail informel, donc chercher à formaliser l'informel. Donc ça, c'est une question importante en économie. Et moi, j'aimerais dire aussi, d'ailleurs, c'est l'occasion de mettre l'accent sur une question importante. Lorsqu'on parle d'institutions en Guadeloupe, on met souvent la lumière sur la dimension politique, c'est-à-dire quelles sont les évolutions institutionnelles pour permettre à notre pays, plus tard, donc, de poursuivre son développement. Mais je crois qu'il y a une question qui est fondamentale, c'est comment mettre en place de nouvelles institutions pour permettre à l'économie de se développer. C'est-à-dire, quels sont les dispositifs, les lois de protection, les organismes qui vont nous permettre d'être plus efficaces. Et c'est une question qui est vraiment centrale. Et je crois que là, on a intérêt à creuser, à travailler ensemble. Moi, je m'intéresse à ces questions, puisque on a eu un colloque sur l'intercommunalité en Guadeloupe, organisé par Pierre-Yves Chicot il y a quelques mois. Et effectivement, j'ai rédigé un texte où, au centre de mon analyse, je mets en avant le rôle des institutions pour nous permettre d'aller vers le développement économique, comment se doter d'institutions plus efficaces. Pourquoi? Parce que si demain on arrive à faire en sorte qu'on puisse protéger la production locale, parce qu'on parle donc de chômage, mais je rappelle que lorsque nous avons des entreprises qui ont fait l'effort de naître, d'émerger, parce qu'il y a beaucoup d'exemples phares. Je ne vais pas faire de publicité pour de l'alcool, mais on a connu une bière locale qui était célèbre. Derrière cette bière locale, c'est quand même une dizaine d'emplois directs et toute une série d'emplois indirects. On a connu toute une série d'entreprises qui, finalement, ont dû fermer parce que, à mon sens, on a peut-être un problème à ce niveau, comment mieux accompagner nos entreprises. On a peut-être un déficit en matière donc d'institutions au service du développement économique. On va prendre un appel avant d'avoir Henri Berthelot. Patrick avec nous. Bonsoir Patrick, une intervention ou une question? Oui, bonsoir. En fait, tout est dit puisque le monsieur qui vient de parler, avec des mots savants et un peu apaisés, ce que moi je souhaite de manière plus cool. Comment on peut développer une île avec 400 000 habitants, avec des outils législatifs et des normes pour 65 millions d'habitants?
Quand le législateur français vote ses lois, il ne pense pas à nous. En créole, il dit 400 000 têtes à lac, en léon caillou, en léon morceau roche. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je voudrais quand même illustrer. Aujourd'hui, vous avez des artisans, vous avez des pêcheurs, vous avez un carreleur, un garagiste. Ils ne peuvent même pas prendre des apprentis. Ils refusent. Quantité de monde unique à la richesse, c'est pour un apprenti. Donc, carreleur est capable tout seul, pêcheur est capable tout seul. J'ai entendu un pêcheur dire qu'il a enrôlé sa femme parce qu'il avait trop de charges, trop de tracasseries. S'il prenait un petit jeune avec lui, vous vous rendez compte? Deuxième exemple, il y a une je ne vais pas la citer parce que je ne me rappelle plus de son nom. Le gars fait des portails. Aujourd'hui, on lui demande à faire des portails aux normes européennes. Alors, qu'est-ce qu'il doit? Il a le choix. Soit il porte des portails, il les revend, ou soit il met la clé sur la porte. Donc, je crois qu'à un moment, il faudra qu'on ait le courage de dire que la première préoccupation, parce que l'intervenant, le monsieur qui est sur le plateau, qui a parlé juste avant moi, il a évoqué cela un peu comme une question subsidiaire. C'est pas une question subsidiaire, c'est la question principale. On ne peut pas gérer un pays de 400 000 habitants avec des lois faites pour 65 millions d'habitants. Merci beaucoup à vous, Patrick. La question de l'adaptation revient souvent. Vous avez évoqué aussi ça par rapport à la main-d'œuvre. Henri Berthelot, votre point de vue par rapport aux deux interventions que nous avons eues il y a quelques instants? Non, alors, premièrement, de bien réaffirmer que le travail informel est un fléau pour une industrie, une économie. Puis vous savez, les règles... C'est un double tranchant, visiblement. Toute la protection sociale est basée sur le travail régulier et déclaré. Vous imaginez que si vous avez un secteur informel, plus vous avez un secteur informel important, moins vous avez de gens qui vont payer leur retraite, qui ont une bonne retraite, qui ont une couverture sociale et qui permettent d'assurer un petit peu son bien vieillir. Ben, ces personnes, on les retrouve après, puisque après avoir bien travaillé dans l'informel, on les retrouve maintenant dans un système très très parallèle où ils vont demander de l'aide. Alors, ce que disait le monsieur tout à l'heure, moi, je ne pense pas qu'on dise que les lois françaises nous empêchent de nous développer. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que en Guadeloupe, il y a un système, le système est tout à fait approprié pour aider les entreprises. Toutes les lois que nous avons sorties depuis une vingtaine d'années, la LOM, la DODEOM, c'était les lois pour baisser les charges sociales. Et en contrepartie, nous devons avoir des emplois. Ces emplois-là, nous ne les avons pas vus. Par contre, les charges sociales ont bien été baissées. En 2009, on a fait croire que le mouvement de 40 jours, 44 jours, avait complètement miné l'industrie. On a créé ce qu'on appelle le plan Corail. Le plan Corail, c'était quoi? C'est la suppression des dettes sociales des entreprises pour les gens qui en demandaient. D'accord? Donc, il y a une suppression. Et si les aides aujourd'hui qui sont octroyées aux entreprises guadeloupéennes, quand vous en parlez à un métropolitain, il disait, si on lui donnait ces aides qu'on avait aujourd'hui en Guadeloupe, il aurait une entreprise qui marche 3 fois mieux. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est vraiment les normes. Donc, les patrons sont des voyous. Les patrons, en tout cas. Certains. Je vais dire, il y a des patrons qui sont respectueux, qui travaillent, qui essaient de faire avancer les choses. Mais il y a certains qui sont voyous et qui font croire chaque fois que si ça n'avance pas, c'est à cause des règles, il y a trop de systèmes administratifs et quoi que ce soit. Ça, c'est complètement faux. Avec moi, c'est l'activité économique qui crée l'emploi. Si nous n'avons pas une activité économique assez pointue, assez majeure, eh bien, nous aurons toujours ces problèmes. Ce n'est pas du tout les charges sociales. Et j'en ai pour preuve que les entreprises qui marchent très bien en Guadeloupe n'ont pas de dette à la sécurité sociale. Donc, il faut des compétences à la tête des entreprises, à la Morin. Oui, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ce que vient d'expliquer M. Berthelot. Et son analyse renvoie à la question que je traitais tout à l'heure, c'est-à-dire celle des institutions. Nous avons à optimiser le dispositif institutionnel dans ce département pour l'adapter, pour obliger les entreprises, notamment, par exemple, à faire des embauches en contrepartie des aides qu'elles reçoivent. Tout à fait. Donc, il y a des institutions qui doivent jouer leur rôle de régulateur du marché du travail, par exemple. Il y a aussi toute une série d'actions à mettre en place pour permettre
notamment, et accompagner l'émergence de certaines activités. Moi, je prends un exemple qui peut mettre une dynamique nouvelle au niveau de l'agriculture. Quand je vois dans nos communes, nous avons 32 communes, nous avons des restaurants scolaires, mais qu'est-ce qui empêche que, justement, ces établissements puissent être alimentés par la production locale? Donc, il faut trouver une façon d'imposer, d'obliger. Ça se fait, mais c'est trop timide. Mais il y a aussi les normes européennes à respecter, Alain Morin. Oui, non, mais ça se fait. Les agriculteurs peuvent produire et peuvent tout à fait fournir c'est quelquefois en contraignant respectant pour les contraintes réglementaires. Il y a aussi le littoral. À mon sens, parce qu'il faut parler de perspective, la Guadeloupe dispose de ressources considérables sur la mer et le littoral. Et en termes d'aménagement, en termes de création de dynamique économique sur le littoral, nous avons un potentiel qui, à mon sens, est relativement important. Et là aussi, il faut voir comment mobiliser les institutions pour permettre le développement du littoral. Si nous avons des règles, des conditions très, très contraignantes, eh bien, ce serait tout à fait des freins à la création d'activités et d'emplois. Brièvement, est-ce que vous avez bon espoir de voir peut-être la Guadeloupe émerger à ce niveau-là, en tout cas en termes de création d'emplois d'ici quelques années? Oui, Berthelot, brièvement. S'il y a vraiment un plan pour la Guadeloupe, qui ne soit pas un plan calqué sur les plans métropolitains, par exemple le CICE, qui est une réponse métropolitaine, des réponses qui ne sont pas adaptées, je crois qu'on a bon espoir. Alain Morin? Moi, je suis de nature optimiste et je pense que nous devons, et ça, je le dis depuis quelque temps, nous devons nous organiser pour créer et faire vivre un rêve guadeloupéen. Voilà, croyant justement ce rêve guadeloupéen, un peu comme le rêve américain. Pourquoi pas? Ils ont une faculté Way of life. de s'en sortir à chaque fois, les Américains. Merci à vous, Henri Berthelot, secrétaire